Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue si vous êtes sur ce plateau de la télévision Moutetesi, la voix des minorités, pour parler des questions d'actualité politique, économique et socio-culturelle dans notre rendez-vous quotidien Redevable. Vous nous retrouvez chez vous chaque mardi et jeudi de 19h juste à 19h30. Alors ici sur Moutetesi, la voix de la minorité, nous allons parler aujourd'hui d'une minorité qui se trouve dans une situation délicate actuellement. Nous parlerons de la situation des enfants en situation déplacée avec la crise de l'Est, la guerre à l'Est de la République démocratique du Congo. Un sujet que nous allons développer avec des participants, des acteurs qui sont déjà dans l'activité de la protection et l'encadrement des enfants. Merci d'être avec nous, Monsieur Amadi. Merci d'être avec nous, Monsieur Théoneste. Voilà, donc pour commencer, les gens qui n'ont pas encore eu la chance de vous rencontrer, qui ne vous connaissent pas directement en personne, qu'est-ce qu'ils doivent retenir de vous, Monsieur Amadi? Oui, moi j'accepte le nom d'Amadi Toa. Je suis le coordonnateur national du Parlement d'enfants zone Est à l'RDC. Excellent. Merci d'être avec nous ce soir, Monsieur Amadi. Et vous êtes monsieur? Merci beaucoup. On nous appelle Théoneste Bahati. Oui. Nous sommes les communicateurs de l'organisation Africa Amani, mais aussi nous sommes responsables du centre pour enfants au Fan Voice Center. Voilà, de la protection de l'enfant dans un contexte de conflit armé à l'est de la République démocratique du Congo. Pour commencer, pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être de façon rapide, qu'est-ce que l'on doit retenir d'un enfant, Monsieur Amadi? Voilà, vous savez, nous sommes dans un pays qui est riche en législation, notamment la législation congolaise sur le plan national et international. Et quand on parle de l'enfant, sur le plan international, selon la Convention relative aux droits de l'enfant, aussi la Charte africaine de bien-être des droits de l'enfant, c'est tout être humain âgé de moins de 18 ans. Et cela aussi a été repris dans la loi portant protection de l'enfant, c'était 2009 aussi. Nous rappelle que l'enfant, c'est l'être humain, l'enfant congolais aussi, c'est l'être humain âgé de moins de 18 ans. Parfait. Alors, puisque nous parlons aujourd'hui de la protection de l'enfant dans ce contexte de crise, de conflit armé à l'est de la RDC, comment déjà on pourrait faire un état, quel état de lieu on peut faire du travail de protection de l'enfant dans cette période de crise? Monsieur Théoneste, vous qui êtes aussi impliqué dans ce travail-là, quel état de lieu on peut faire de la protection de l'enfant dans cette période? Ok, merci beaucoup. En fait, en période de crise et de conflits armés, l'enfant, comme tout autre être humain, a droit à une protection. L'état des lieux actuellement, avec la crise et les conflits qui guettent la province du Nord Kivu, avec l'apparition du M23 dans les Rutshuru, Masisi et une partie de Nyiragongo, il y a beaucoup plus les droits des enfants qui sont bafoués, parce que quand nous prenons le cas du système éducatif dans les Rutshuru et Masisi, le système éducatif est totalement effondré. Ça fait maintenant 2 ans que les enfants n'ont pas accès à l'éducation dans les Rutshuru et une partie de Masisi, voire même dans le Nyiragongo. Quand nous essayons aussi d'évaluer les dégâts humains, vous allez voir que beaucoup plus les enfants sont devenus victimes directes de ces conflits. Il y a eu beaucoup de morts. Nous prenons le cas exact de Biruma l'année passée, où Biruma avait été la cible du bombardement. On avait enregistré environ 2 ou 3 enfants qui avaient été victimes. Oui. À Kishiché, il y a beaucoup plus d'enfants. Et donc, l'état des lieux, quant à ce qui concerne la protection des enfants, pour les belligérants qui sont en conflit, ils n'ont pas tenu compte de ça. Et donc, c'est catastrophique. Beaucoup plus pour les enfants qui ont eu la chance de se déplacer de Rutshuru, Masisi, Kibumba vers les sites Kanyaruchinya, Bushangaba et un peu partout. Oui. Les humanitaires, on essaie de faire le mieux qu'on peut faire, mais on peut être mieux que quand on est dans son milieu naturel. Merci. Oui, c'est vrai. Monsieur Amadi,
pour la même question, vous aussi qui êtes pour le Parlement d'enfants, bien sûr, en tant que structure d'accompagnement et d'encadrement des enfants, quel état de lieu vous avez fait avec vos interventions dans le contexte actuel? Nous avons aussi constaté que, tel que est connu par la législation congolaise, c'est que toute action du gouvernement doit être orientée dans le cadre de promouvoir l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est exact. C'est pourquoi nous sommes en train de renforcer notre plaidoyer, tel que nous le faisons toujours au gouvernement, parce que la situation de paix, c'est une responsabilité, c'est une charge de notre gouvernement. Oui. Et abandonner les enfants à leur triste sort au niveau des cadres déplacés, au niveau des zones occupées par des groupes rebelles, au niveau des zones où on n'a pas accès même aux interventions humanitaires. Pour nous, nous voyons que l'état des lieux devient critique, parce que lorsque même le gouvernement n'arrive pas à accéder ou aussi à apporter des solutions, nous, comme activistes, déjà on trouve que c'est compliqué. C'est compliqué. La vision de l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas une réalité. Oui. Donc nous pouvons dire qu'on le dit par slogan, mais la réalité est critique. C'est que même au niveau des cas de déplacés, nous avons essayé de faire une enquête et on a compris plusieurs violations des droits de l'enfant sont enregistrées quotidiennement. Et ça, c'est une zone contrôlée par notre gouvernement, et aussi il y a plusieurs interventions là-dedans. Mais vous comprenez que il est dit dans le discours que nous devons instruire, préparer l'éducation, parce que les enfants constituent l'avenir de demain. Mais pour nous, là, nous observons que ça reste des discours, mais la réalité est vraiment catastrophique. Si on doit être plus précis, quels sont les droits fondamentaux, au-delà du droit à l'éducation dont il a fait mention, quels sont les autres droits que l'on peut dire ont été également bafoués du côté des enfants? Bien évidemment, on a soulevé cet aspect de l'éducation, mais il y a aussi l'aspect de la survie. Vous savez, comme on le dit, tout être humain est libre, égaux en dignité et en droit. Ça touche même aussi les enfants. C'est exact. C'est qu'aujourd'hui, le droit à la vie n'est pas une réalité. Parmi ce que nous sommes en train de voir, quand il y a des affrontements, quand il y a des déplacements, dans quelles conditions sont en train de vivre les enfants, c'est critique. Nous parlons aussi des droits à la santé, parce que ça aussi, ça revient d'une négligence. Et ça, vous allez voir, même dans les cas de déplacés, même dans les zones occupées par des rebelles, il y a même des grossesses non désirées qui sont enregistrées et dont on ne sait même pas les auteurs. Vous savez que la santé reste une priorité dans un état où on peut se dire qu'il y a quand même la défense des droits des enfants. C'est que la santé ne peut pas être compliquée, mais également les droits à la non-exploitation des enfants, soit dans des mouvements rebelles, l'enrôlement, ou soit exercer des travaux qui peuvent compromettre à leur croissance. Vous allez voir même dans les cas de déplacés, les enfants font des activités économiquement faibles. Parce que soit les parents ont envoyé l'enfant d'aller quémander, vous entrez dans un camp, vous voulez quitter, vous voyez déjà l'enfant qui court après vous. Est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que vous pouvez m'assister? Est-ce que vous pouvez faire ça? Ça c'est interdit. La loi ne l'autorise pas. Donc il faut protéger les enfants contre ces droits-là, des travaux forcés qui ne peuvent pas faciliter leur croissance. Merci beaucoup pour cette intervention. Alors, M. Théoneste, est-ce que vous vous êtes rendu sur le lieu de déplacés, là où ils sont dans les camps? Quelle observation vous avez faite au sujet du logement et l'alimentation? Comme mon co-débatteur l'a dit tantôt, et donc le droit à la vie semble être non seulement bafoué, mais aussi ignoré. Les enfants, d'abord, les situations dans lesquelles ils vivent dans des sites de déplacés, c'est d'abord inhumain. Ce sont des situations inhumaines, parce que vous allez voir une hutte ou une maison, je ne sais pas comment le dire, de 4 mètres carrés, une famille avec une dizaine d'enfants, et puis vous allez voir les enfants être entassés sur une natte. Donc la façon dont les enfants vivent, ça donne beaucoup plus la chair de poule quand on voit ces enfants, et donc on se demande ce que serait l'avenir de ces enfants, parce que c'est à eux qu'on doit compter, et puis c'est à eux qu'on dit non, les générations de demain,
Mais la façon dont ces enfants sont en train de vivre dans des sites de déplacés, ça devrait intéresser plus d'une personne, Oui. parce que c'est purement inhumain, et puis on pense que quelque chose doit être fait pour que l'avenir de ces enfants puisse être garanti Oui. et assaini, bien sûr, parce que c'est le Congo de demain. Merci. Mais dans les cas pratiques, dans des sites de déplacés, vraiment, les enfants vivent une vie misérable. Ok. Alors, puisqu'on parle de la condition qui est actuellement difficile pour les enfants, on ne peut pas quand même ne pas parler des acteurs qui sont censés leur garantir cet équilibre de vie et garantir les droits dont vous avez fait mention. Selon vous, M. Amadi, quels sont les acteurs? Enfin, ce n'est pas selon vous en tout cas, qu'est-ce que nous pouvons retenir en termes des acteurs clés qui sont censés intervenir dans la protection de ces droits, des droits des enfants? Ouais, vous savez, c'est ce que j'étais en train de souligner un peu au début. Nous avons un pays vraiment très riche. Oui. Presque tout ce qu'on peut appeler instrument juridique. Des droits humains, Oui. de l'enfant, droits de la femme. C'est vraiment riche. Et là, quand on parle des acteurs, dans la loi portant protection de l'enfant, on va même au-delà, même des organes de protection de l'enfance. Ils sont même cités. Parce que quand vous voyez les organes directement, on fait allusion aux acteurs qui doivent animer ces organes-là. Et l'article 74 de la loi portant protection de l'enfant précise il y a le gouvernement qui a à sa charge un ministère, en tout cas une spécialité depuis cela quelques années, ministère du genre, famille et enfants. Donc là où on doit avoir un programme de politique bien planifié pour gérer la question des droits de l'enfant au niveau national. Oui. Ce qui renvoie même au niveau de division, vous allez voir qu'il y a des divisions de genre, famille et enfants. Il y a aussi des divisions de l'EPSP, il y a aussi des divisions des affaires sociales. Oui. Parce qu'au niveau étatique, on a senti la lourdeur de la question des droits de l'enfant. Ce qui renvoie, quand on quitte maintenant le volet étatique, on voit maintenant les acteurs de la société civile. Actuellement, vous pouvez voir plus de 50 organisations, même ici au niveau de la ville de Goma, de la société civile qui travaillent, même aussi des ONG. Vous savez qu'il y a de cela plus de 10 ans, 20 ans en RDC qu'on a un fonds national, un fonds international des droits de l'enfant, comme l'UNICEF. Donc vous comprenez que quand je parle de ces institutions, il y a maintenant des acteurs qui sont là. Mais dans tout ça maintenant, comme la loi nous montre aussi qu'il y a ces instituts, il y a ces organes, mais la responsabilité revient d'abord aux parents. Donc, soit un papa ou une maman, ils doivent savoir que la première responsabilité revient à eux d'abord pour faire respecter, faire jouir les enfants des droits, de leurs devoirs. Donc, si on doit d'abord voir des acteurs directs, on voit directement les parents. Et si on voit même les acteurs directs aussi, là, le gouvernement intervient. Mais les indirects, là, on touche les acteurs de la société civile, les acteurs des ONG. Maintenant, qui est censé intervenir pour la protection de l'enfant? C'est là où la loi maintenant a essayé d'expliquer le ministère, les divisions, les structures de la société civile, et aussi les parents doivent apporter des solutions sur les questions des droits de l'enfant. Maintenant, la question revient de savoir est-ce que tous ces acteurs jouent leur rôle ou pas? Et s'ils ne jouent pas leur rôle, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que s'ils jouaient leur rôle bien, nous devions voir ces différentes violations des droits de l'enfant? Est-ce que ce ne sont pas des organes qui sont cités dans des textes, mais dont la réalité, on ne sent pas cette réalité sur Terre? C'est une question qui pourrait faire l'objet d'un long débat, cette question-là. Mais est-ce qu'il y a un élément que vous pourriez rajouter? Les acteurs, tels qu'ils viennent de nous faire cette lecture-là, il y a un élément que l'on peut rajouter? Je crois mon frère ici, il a essayé de brosser ce qui concerne les acteurs. Et comme on parle toujours de la période en conflit, ce que l'enfant pourrait bénéficier comme protection. Et donc, pour le compléter, la protection de l'enfant, si on ne peut pas même aller
dans beaucoup de textes, voir les organisations de la société civile, les ONG, la première responsabilité revient aux parents. La deuxième responsabilité, c'est notre gouvernement. Ce qui m'a piqué la fois passée, c'est voir ces enfants, même les enfants qui sont dans des sites de déplacés, ces enfants qui devraient passer l'examen, le TENAFEP, ils n'ont pas eu accès au TENAFEP. Ils n'ont pas eu accès au TENAFEP. Il fallait à ce que nous, les organisations, qu'on puisse voir comment se mobiliser pour payer les frais de TENAFEP. Donc, les enfants sont abandonnés à leur titre sort pendant que le gouvernement qui est là, avec un ministère de l'enseignement primaire, secondaire, tout ça, avec un ministère qui gère femmes et enfants, mais qui est arrivé à abandonner même ces enfants. Donc, il y a des enfants qui n'ont pas su participer au TENAFEP parce qu'ils n'ont pas eu les moyens pour payer les TENAFEP. Et donc, et pourtant, dans une période en conflit, une période comme celle que nous sommes en train de traverser, le gouvernement devrait normalement prendre en charge ces enfants. Mais ces enfants ont été abandonnés à leur titre sort. Si on peut revenir pour les enfants de l'école secondaire, ni t'aider les personnes de bonne volonté, il y a des enfants de Rutshuru et de Massissi qui n'allaient pas passer les examens d'État parce que le gouvernement fait semblant d'ignorer ces enfants. Et pourtant, parmi les responsabilités du gouvernement, c'est accompagner les parents en prenant en charge les enfants. Et donc, le gouvernement semble prendre cette question des enfants à la légère. Et pourtant, demain, nous risquons de nous accuser entre nous que la génération n'a pas été préparée, n'a pas été éduquée. Et pourtant, nous qui avons cette possibilité de préparer cette génération, nous l'avons rejetée. Oui. Merci. Alors, je voudrais revenir un peu en arrière, M. Amadi. Vous avez soulevé parmi les acteurs qui sont sur le plan en tout cas secondaire, hein, vous avez parlé des ONG. Je voudrais quand même revenir sur cette assistance humanitaire des ONG qui est fournie qui est fournie en tout cas aux personnes en besoin. Quelle est la place que nous pouvons faire actuellement aux ONG? Parce que on peut en tout cas remarquer qu'il y a plus d'activités humanitaires que des ONG, de la part des ONG, que du gouvernement et d'autres acteurs, on peut dire ça. Alors, quelle place aujourd'hui on va donner aux acteurs humanitaires des ONG principalement dans la résolution de ce genre de crise? Oui, vous savez, c'est une triste réalité que nous observons tous. On se dit peut-être que ça rentre aussi dans la question de leadership et de gouvernance. Vous savez, par exemple, si vous arrivez dans plusieurs camps de déplacés, les gens ont plus confiance, ont plus besoin et s'orientent beaucoup plus aux ONG. Donc, quand on voit les interventions humanitaires, c'est ce qui est trop visible. Ce qui ne devrait pas être peut-être le cas dans le cadre d'une très bonne orientation, parce que tout ce que font les ONG, normalement, ils interviennent pour appuyer l'action du gouvernement. Là où peut-être le gouvernement devrait apporter quelques solutions à travers les ONG, les actions sont visibles. Nous pouvons dire que pour certaines ONG, il y a des résultats qui sont visibles. Mais pour d'autres, il y a encore la question des approches qui sont utilisées, qui peuvent être critiquées. C'est comme il y a les actions humanitaires ne doivent pas être séparées des actions de développement. Pourquoi j'ai dit ça? Vous pouvez aller assister quelqu'un aujourd'hui, vous lui donnez à manger, mais s'il n'est pas bien formé en termes de renforcement des capacités, ce que vous lui avez donné, il peut aller revendre ça. C'est ça, oui. Donc, je suis en train d'appeler de certaines ONG à savoir que l'aide humanitaire va de pair avec l'aide de développement. Parce que si aujourd'hui vous voulez apprendre à quelqu'un la façon de bien gérer, il faut le former. Même s'il est déplacé, même s'il est dans une situation compliquée, cela n'exclut pas qu'il peut aussi être renforcé en termes de capacité. Parce que pourquoi est-ce que nous passons plusieurs temps à suivre le parcours scolaire? Parce qu'on veut instruire dans nous, on veut développer dans nous les sens de réflexion, d'imagination, de gestion. Mais si on devait toujours arriver dans certaines approches, par exemple comme chez nous, dans notre approche,
on utilise l'approche ABCD. Donc, ce n'est plus question de venir au niveau des bénéficiaires et leur dire vous allez faire ça, ça, ça. Non. Vous commencez à discuter avec les bénéficiaires, savoir quel est vraiment les réels besoins pour intervenir et donner des réponses favorables. Je pense que pour moi, je trouve que pour certaines ONG, il y a des approches qu'il faut améliorer pour permettre que certaines violations ne puissent plus continuer. Au lieu de donner toujours trop des interventions humanitaires en oubliant des interventions de développement, ça nous crée des problèmes. Ok. Vous avez un élément à rajouter à ce niveau? Oui, un élément à ajouter à ce niveau, c'est parce que l'aide humanitaire que les déplacés sont en train de recevoir, c'est comme un dictat. C'est comme un dictat, c'est-à-dire on vient donner à manger ou bien on amène quelque chose, on amène des vivres ou bien les non-vivres, sans pour autant fournir les moindres enquêtes pour évaluer les vrais besoins réels ressentis par cette population. Et c'est pourquoi d'ailleurs il a touché sur ce point. Vous amenez les petits pois, et pourtant les gens ont besoin peut-être de la farine. Quand vous amenez les petits pois, il faut aller les vendre ça pour acheter la farine. La farine. Ou bien vous amenez la farine, mais quelqu'un n'a pas la marmite dans laquelle il va préparer les petits pois. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller revendre les petits pois pour acheter la marmite. Et donc à ce niveau-là, ça crée, c'est pourquoi quand vous passez dans des marchés ici à Goma, vous allez voir que tout ce qu'on distribue aux déplacés, ça inonde le marché. Parce que là, il a touché à ce niveau, les gens ne sont pas préparés. Il y a des approches qu'il faut un peu réétudier et modifier avant d'aller assister les déplacés. Est-ce que vous les avez rencontrés? Parce que les déplacés, chaque personne a un besoin. Vous pouvez m'amener à manger, peut-être j'ai besoin de quelque chose à s'habiller. Vous m'amenez quelque chose à m'habiller, peut-être j'ai besoin de quelque chose à la manger. bouffe, ok. Donc, il y a des évaluations qui doivent se faire du jour au lendemain pour savoir réellement ce que la population ou bien les déplacés veulent, en fait de leur venir en aide et que réellement leur aide puisse leur aider à subvenir à leurs besoins. Mais il ne faut quand même pas sous-estimer un aspect. Enfin, le fait est que les ONG ne peuvent pas pouvoir répondre aux besoins de chacun. Il y a tellement de gens qui sont entassés dans un même endroit, dans cette promiscuité. Je ne crois pas que les ONG vont pouvoir répondre aux besoins de chacun de façon individuelle. Mais même si les ONG menaient des enquêtes et que les gens continuaient quand même à vendre les choses, c'est quand même de l'aide. Parce que si je vais vendre ce que l'on m'a donné et que j'achète réellement ce dont j'ai besoin, je ne vais quand même pas dire que les ONG ne m'ont pas aidé. C'est quand même de l'aide, non? À ce niveau-là, ça signifie quoi? Quand on vous a amené quelque chose et que beaucoup plus vous vendez ça pour acheter ce dont vous avez besoin, ce que vous avez besoin, c'est-à-dire qu'on vous a amené ce que vous n'avez pas besoin. Ça signifie quoi? Là, vous parlez qu'on ne peut pas satisfaire les besoins de tout le monde. Là, c'est bon, c'est vrai. Je suis très d'accord avec vous parce que souvent, j'ai la chance de participer à certaines enquêtes. Si ça se fait, au moins que ça ne soit pas à 40%. 40% vous amenez les choses que les déplacés n'ont pas besoin. Mais au moins que ça soit 70%, 80%, c'est une enquête à prouver que ce que nous amenons à 80% des déplacés en ont besoin. Alors, je voulais que l'on passe à la prochaine question. Les conséquences, je voudrais que on parle un tout petit peu des conséquences de leur situation actuelle. Les gens qui sont obligés de se déplacer de leur logement habituel pour aller s'entasser dans un camp. Quelles seraient les conséquences sur les enfants, principalement, M. Amadi? Oui, vous savez, en tout cas, il y a plusieurs conséquences que nous avons enregistrées et que nous continuons à organiser même des plaidoyers. Dieu merci, on va aussi nous organiser une émission spéciale pour parler de la protection de l'enfant. C'est aussi une façon de faciliter toujours les plaidoyers. Le message va être véhiculé. D'abord, il y a déjà une grande difficulté en termes des écoles. C'est qu'on a enregistré un taux élevé d'abandon scolaires qui sont dans le cadre de déplacés, bien que les interventions humanitaires cherchent à couvrir, à voir comment est-ce qu'on peut récupérer la situation, mais ça reste critique.
La même chose, c'est que les taux de grossesse ou de violence basées sur les genres, les violences sexuelles, ce sont des cas qui sont tellement enregistrés. Et là, on se dit, est-ce que ça ne pourrait pas être important de renforcer les capacités de déplacer ou de sensibilisation, parce qu'avoir des grossesses non désirées aussi, c'est avoir des enfants, et encore des personnes âgées de moins de 18 ans. Et là, on se dit, pourquoi est-ce que cette fille a fait ça, ou bien pourquoi ces garçons, peut-être se retrouver dans des conditions où avoir un toit, c'est compliqué. On est obligé de cohabiter avec 2 ou 3 personnes. Mais en même temps, aussi, des conséquences de ce mouvement, c'est que nous sommes alertés. Il y a plusieurs enrôlements des enfants et des jeunes dans les forces et groupes armés. Et ça devient compliqué parce que nous savons tous que la place de l'enfant, ce n'est pas jouer un rôle ou exercer un métier où il n'est pas préparé. Devenir un kadogo, devenir un jeune qui s'oriente de violence, ça, c'est pas la place de l'enfant. C'est exact. Nous sommes en train de voir que ce conflit amène aux enfants et aux jeunes, soit de se mettre dans des groupes armés, et ça devient une très grande difficulté. Je crois qu'il faudra réfléchir à baisser, à trouver des stratégies, et la meilleure, c'est le retour de la paix. Le retour de la paix. Est-ce que, brièvement, vous avez une autre conséquence que vous pourriez rajouter à celle-là? Comme je l'ai dit tantôt, il y a l'éducation de ces enfants qui est en danger parce qu'ils ne vont plus à l'école. Pour compléter à ce qu'il a dit, il y a aussi le développement du traumatisme chez les enfants. Il y a aussi les enfants qui vont grandir en développant l'esprit de vengeance et de violence envers leur bourreau, parce qu'il y a des enfants qui ont perdu les parents et puis ils vont développer l'esprit de vengeance envers leur bourreau. Et donc, vous comprenez que l'avenir pourrait être très grave, parce que ces enfants, s'ils grandissent avec le traumatisme, l'esprit de violence et de vengeance, ça peut créer beaucoup plus de problèmes. Comme mon co-débatteur l'a dit tantôt, il faut qu'on puisse voir dans quelle mesure du possible, bien que la paix peut revenir, dans la mesure du possible, comment accompagner psychologiquement ces enfants. L'accompagnement psychologique, c'est extrêmement important. Alors, pour finir notre numéro de ce soir, je voudrais quand même entendre, parce que c'est bien de comprendre le problème dans le fond, mais comme nous nous n'exerçons pas beaucoup de contrôle sur quand est-ce que cette guerre va finir, qu'est-ce que nous on peut faire en tant que les acteurs qui interviennent dans la protection de l'enfant pour essayer de mitiger les conséquences sur l'enfant? Je crois que, comme on l'a toujours dit, ce n'est pas en fuyant ses responsabilités qu'on les assigne, c'est en faisant face qu'on parvient à les résoudre. Donc, en tant qu'activiste de protection de l'enfance, nous pouvons faire des actions et nous dire que non, on n'aura pas la solution pour faire tourner la paix. Ce n'est pas pour dire que nous devons fuir nos responsabilités. Nous devons multiplier les efforts. Et les efforts, en tout cas, c'est clair pour les activistes. C'est que nous, on a l'obligation de plaidoyer. Le plaidoyer doit rester, mais aussi plaidoyer pour permettre que la situation puisse s'améliorer. Il y a des actions qui peuvent, il y a des assistances, même si on parle de l'aide humanitaire, mais ce n'est pas suffisant par rapport au nombre qui est là. Les besoins toujours élevés. Les ONG se mobilisent, mais ils n'arrivent pas à satisfaire. Vous voyez même qu'il y a des acteurs politiques qui arrivent à un moment donné, ils peuvent donner aussi des assistances, mais ils n'arrivent pas à satisfaire. Donc il faut continuer avec le plaidoyer, mais aussi développer l'approche de sensibilisation dans les camps aussi. C'est ce que je parlais de développement, parce qu'on a besoin d'éviter les grossesses, on a besoin d'éviter les violences, on a besoin de renforcer la culture de la paix. Ça, ce n'est pas l'aide. Ça devient maintenant pour le développement. Ça rentre sur la personne. Merci beaucoup, M. Amadi. Et pour finir, M. Théoneste, est-ce qu'il y a un élément à rajouter? Comment est-ce que nous allons nous comporter pour mitiger, alléger les conséquences sur l'enfant? Oui, je crois, bien que nous sommes des activistes, je crois tout ce qu'on pourra faire, renforcer les plaidoiries, mais la première des choses, il faut que le gouvernement fasse tout ce qui est possible, en fait que la paix gagne le terrain, en fait que ces enfants regagnent leur milieu respectif, mais avant que ça ne puisse pas arriver,
nous sommes appelés à nous engager nous tous en tant que communauté aux côtés de ces enfants, les accompagner psychologiquement. Si on n'a pas de l'aide humanitaire à donner en termes de vivre, mais nous pouvons donner ce qui est psychologique. On peut les encadrer psychologiquement. Permettre à ces enfants à surmonter les traumatismes et les degrés de violence. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs d'avoir été avec nous. Nous avons eu le plaisir d'avoir sur ce plateau Monsieur Amadi, coordonnateur du Parlement d'enfants, et Monsieur Théoneste Bahati, un grand activiste des droits de l'homme. Donc nous vous disons merci d'avoir été de notre ce soir. Nous espérons vous avoir dans un prochain numéro. Merci à tout le monde d'avoir été avec nous. Portez-vous bien et à la prochaine. Merci.